Donc tant que vous ne le voyez pas en pratique, finalement, ça ne peut pas vous aider. Et peut-être même que cette vidéo, finalement, ne vous a pas aidé non plus, puisqu'on n'a pas vraiment pratiqué le truc. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, encore une fois sur cette série de programmation orientée objet qui a été demandée par mes étudiants pour un peu réviser tout ça. Et cette fois-ci, on est sur le chapitre des classes abstraites et des interfaces. Et bien sûr, ces mots ne veulent rien dire, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, développeur et formateur. Et donc, si vous êtes expérimenté en programmation orientée objet, ça m'étonnerait que cette vidéo vous intéresse, encore que. Par contre, pour les débutants et les étudiants, je vous conseille vraiment de regarder ça si vous voulez un peu mieux comprendre ces notions. Et comme d'habitude dans cette série, je refais un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que les avantages de l'APO, c'était notamment dans la structuration de notre code, puisqu'au lieu de se traîner des dizaines de variables et de fonctions, on peut se traîner simplement quelques objets bien programmés grâce à la notion de classe, donc on va mieux organiser notre code. On a aussi vu qu'on pouvait gérer la sécurité de notre code, non pas au sens sécurité qu'on entend classique, hacking, etc., mais au sens vraiment cohérence de notre code, grâce notamment à l'encapsulation qui nous permet de protéger certaines données et d'être sûr que quand on y accède, c'est pour faire les bonnes choses avec. Ensuite, on a vu qu'on pouvait se faciliter la réutilisation d'un code déjà présent grâce à la notion d'héritage qui nous permet de ne pas réécrire à chaque fois les mêmes choses, mais plutôt de profiter de ce qui existe déjà tout en modifiant ce qui nous intéresse. Et enfin, on est ici sur ce petit chapitre, je ne sais pas si je suis au bon endroit, on est ici bien sûr sur la notion de contrôle du code grâce aux classes abstraites et aux interfaces, deux mots qui sont très bizarres pour les étudiants, mais on va les démystifier dans cette petite vidéo très simple. Et enfin, il y aura le boss de fin, l'abstraction et le polymorphisme, qu'on peut plus ou moins voir dans cette même vidéo, puisqu'on va accéder finalement aux abstractions ici avec les classes abstraites et les interfaces, et vous allez comprendre qu'est-ce que veulent dire ces concepts. Donc si vous êtes chaud les gars, on est reparti sur le code de la dernière vidéo. Je vous rappelle qu'on avait créé une classe employé qui va représenter ce qu'est un employé, quelles sont ses données et ses comportements, mais aussi une classe patron qui représente ce qu'est un patron. C'est un employé un peu spécial, et donc il n'y a pas besoin de répéter que le patron il a un nom, un prénom, etc. Il suffit de le faire hériter de la classe employé pour que le patron soit effectivement un employé un peu spécial, puisqu'il a une voiture, il a donc un constructeur un peu différent, et il a donc une fonction présentation qui est un peu différente, et une fonction roulée qui n'existe pas chez l'employé qui n'a pas de voiture, puisque c'est un esclave. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler de notions particulières, que sont la notion d'abstraction, notamment avec les interfaces, et aussi les classes abstraites. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Imaginez que vous soyez le chef de projet qui est à l'origine de ce truc-là. Et vous savez que dans 6 mois, vous travaillerez plus là-dessus, ou même dans 3 jours. Vous savez que dans 6 mois, il y a aussi des stagiaires qui peuvent venir dessus, ou des débutants. Vous savez même qu'il y a des gens confirmés qui peuvent venir dessus, mais vous n'avez pas confiance en eux pour suivre les directives que vous leur donnez en réunion sur le papier ou à l'oral. Vous voulez que votre code ait une certaine forme et qu'il respecte certaines exigences. C'est là le contrôle du code que va intervenir l'interface et que va aussi intervenir la notion de classe abstraite. Donc, imaginez que vous ayez besoin, en plus de l'employé et du patron, vous avez une méthode ici, que vous allez créer ici, enfin plutôt une fonction. Donc c'est une fonction qui s'appelle faire travailler. Ok. Faire travailler, vous voulez y recevoir n'importe quel objet, donc on va appeler ça objet, et vous voulez que la fonction faire travailler fasse en fait un var dump qui dirait travail en cours, 2 points, et ici, il faudrait afficher le résultat d'une méthode qui existe sur l'objet et qui s'appellerait toujours travailler. Ok? Ça signifie quoi? Ça signifie que quel que soit l'objet que l'on passe à la fonction faire travailler, vous voulez être sûr à 100% que cet objet qu'on vous a passé, il est une fonction travailler. Ben oui, si on vous passe un objet qui n'a pas cette fonction travailler, votre code va planter. Et ça ne marchera pas, d'accord? Vous avez un gros problème. Quand vous êtes dans ce cas-là, vous voulez absolument que les prochains développeurs qui vont vous créer des objets et qui vont appeler cette méthode faire travailler, ben, ils appellent ça avec un objet qui a la méthode travailler. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est très simple. On peut utiliser la notion d'interface. Une interface, c'est quoi finalement? C'est un contrat que vous mettez en place et vous dites aux gens, ben, si vous n'utilisez pas ce contrat, si vous ne respectez pas ce contrat, c'est pas la peine qu'on travaille ensemble. Ok? Alors, mais c'est bien sûr, c'est une image parce qu'on parle de code ici. Ici, je vais pouvoir créer tout en haut de mon fichier une interface. Ok? Je vais dire ici que je veux créer une interface
dont le nom sera travailleur. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que je veux vous l'expliquer. J'ai une interface qui s'appelle travailleur. Et une interface, qu'est-ce qu'elle fait? Elle définit simplement des méthodes que l'on veut rendre obligatoires sur tous les objets qui se définissent comme des travailleurs. Sur toutes les classes qui se disent bah, « moi je suis un travailleur, je veux respecter le contrat du travailleur bah, », c'est mon gars, si tu veux respecter le contrat du travailleur, il faut que tu aies les méthodes que le contrat du travailleur demande. Imaginez ici du coup que je dise ben voilà, tous ceux qui veulent respecter ce contrat, il faut qu'ils aient une public function qui s'appellera travailler. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que vous ne dites rien d'autre. Vous ne dites pas qu'est-ce qu'elle doit faire cette fonction. Vous dites juste, je veux qu'il ait cette fonction. Alors vous pouvez mettre plus de fonctions, vous pouvez en mettre 10, 20 ou 30. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. C'est que si tout à coup je me dis, ben, l'employé, ça serait bien qu'il implémente l'interface travailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait bien que la classe employé signe ce contrat, dise qu'elle est un travailleur. Pour dire ça, on va utiliser le mot-clé implements, et là on va donner le nom de l'interface qu'elle doit implémenter. Pourquoi on dit implémenter? Parce que l'interface, elle dit grosso modo, vaguement, il faut une fonction travailler. Quand on veut vraiment dire qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction travailler, alors il faut absolument que on implémente la fonction, on dise ce qu'elle fait. Donc ici, l'employé, il s'engage à implémenter toutes les méthodes qui sont demandées dans l'interface travailleur. Ici, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, vous remarquez, puisqu'il faudrait que je rajoute à mon employé la fonction travailler. D'ailleurs, si je vais maintenant actualiser ma page, je vais avoir une erreur. On va me dire, attention, la classe employé contient une méthode abstraite qui doit être déclarée et implémentée. C'est la méthode qui s'appelle travailler du travailleur. Donc ici, ce que je peux faire pour que ça fonctionne, c'est que mon employé, il ait quelque part une public function travailler ici. Et du coup, le fait de dire que je veux une fonction travailler et qui va tout simplement retourner je suis un employé et je travaille. Voilà, tout simplement. Ok? Et du coup, ça veut dire que ici, je peux passer un employé à la fonction faire travailler sans problème. Ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, hop, je vais utiliser ma fonction faire travailler et je vais lui passer l'employé numéro 1. Vous savez, c'est cet employé qu'on avait créé en dessus qui s'appelait Lior Shamla et qui avait 32 ans. Donc ici, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais actualiser, et là, qu'est-ce qu'on voit? Travail en cours, je suis un employé et je travaille. La fonction a bien écrit travail en cours, et ici, le résultat de travailler. Et comme travailler sur l'employé, eh bien, ça retournait, regardez ici, la phrase « je suis un employé et je travaille », ben voilà ce qu'on a. Alors là, vous dites, bon là ça marche, puisque l'employé 1, c'est un objet de la classe employé, et comme il implémente le contrat travailleur, il a forcément une méthode travailler. Mais imaginons que j'ai un objet qui n'implémente pas l'interface travailleur. Rien ne m'empêche de l'envoyer. Alors effectivement, ça va pas marcher. Mais rien ne m'empêche de l'envoyer. Et bien ce qu'on peut faire, notamment avec PHP 7, hein, qui vraiment introduit correctement cette notion-là, c'est que je peux dire ici que ma fonction faire travailler, dans tous les cas, ce qu'elle recevra ici, c'est quelque chose qui implémente l'interface travailleur. Et bien ici, personne ne peut appeler la fonction faire travailler sans lui passer un objet qui implémente l'interface travailleur. Regardez ici, je fais juste un test, je vais envoyer, je sais pas, une phrase, salut. Bon, c'est débile, hein, mais c'est pour vous montrer. Et bien ici, j'ai déjà une erreur, regardez. Attention, on attend un objet qui soit de type travailleur. Or, ta phrase, là, ça ne l'est pas. Et si j'envoie ici, je vois bien une erreur. Ici, on me dit, attention, tu peux pas passer n'importe quoi à faire travailler. Ce que tu passes à faire travailler doit implémenter l'interface travailleur. Et donc, je peux passer un employé pour que ça fonctionne bel et bien. Je peux aussi, d'ailleurs, passer un patron. Ici, je peux passer mon patron, et vous allez voir que ça marche tout autant. Alors, pourquoi ça marche? Ben, tout simplement parce que comme le patron hérite de l'employé, et que l'employé a la fonction travailler et est un travailleur, d'accord? Ben, le patron, ça marche aussi. Donc, il n'y a aucun souci. Bien sûr, j'ai tout le loisir ici, dans mon patron, de redéfinir cette fonction travailler. Je peux, si je l'ai envie. Mais je veux dire que ça fonctionne déjà. Donc, je peux dire ici, public function, travailler, hop, et du coup, dire ici, return, je suis le patron, et je bosse aussi. Voilà, tout simplement. Et donc, quand j'appelle ici faire travailler avec le patron et avec l'employé, les deux fonctionnent correctement. Donc, je me suis assuré que cette fonction ferait marcher un objet qui implémente l'interface travailleur. Alors là, vous allez me dire, bah ok, jusque-là, ça va, c'est ok.
La vraie beauté de ce truc-là, c'est que n'importe quel développeur peut venir ici et créer la classe dont il a besoin. Moi, j'ai une classe, voilà, qui représente non plus un employé ni un patron, mais quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un étudiant, ok? Bon, l'étudiant, il pourrait avoir un prénom, un nom, etc. Ça m'intéresse pas vraiment, ok? Imaginons que j'ai créé ma classe étudiant, et elle n'a aucun rapport ni avec l'employé, ni avec le patron. Il n'y a pas d'héritage, ni rien. Elle est complètement déconnectée. Eh bien, ce que je peux faire, c'est, de la même façon, dire que l'étudiant, il implémente l'interface travailleur. Et du coup, ici, quelle est la seule chose que j'ai à faire? La seule chose que je vais avoir à faire ici, c'est d'implémenter la public function travailler en disant qu'elle va retourner une chaîne de caractères qui sera « Je suis un étudiant et je révise ». Et du coup, l'avantage de cette fonction ici, faire travailler, qui peut prendre n'importe quel objet à partir du moment où c'est un travailleur, c'est qu'on peut prendre un employé, on peut prendre un patron, mais on peut aussi prendre un étudiant qui n'a rien à voir avec le tout. Imaginez, je crée ici une variable étudiant qui est un nouvel étudiant, d'accord? Ok. Et bien si j'ai envie, je peux appeler la fonction faire travailler en lui passant un étudiant. Ça ne me gêne pas. Le tout, c'est que, quoi que je passe à faire travailler, il implémente l'interface travailleur, et je suis sûr que tout va bien marcher, puisque, du coup, quand je vais appeler la fonction travailler ici, je n'aurai pas de mauvaise surprise. C'est sûr que l'objet qu'on me passe ici, il a la fonction travailler. Hop, magnifique. On a l'employé, le patron, et l'étudiant. Sublime. Ça, les amis, du point de vue de la fonction faire travailler, c'est aussi ça qu'on appelle l'abstraction. C'est-à-dire que quelque part, je m'en fous de ce que vous me passez. Tant que il a la fonction travailler. Je m'en fous. Vous me passez ce que vous voulez. Tant que ça a la fonction travailler, ça fonctionne. J'ai donc pas de vue directe sur qu'est-ce que vous me donnez, je m'en fous. Il faut que ça ait la fonction travailler. Ça, c'est super propre. Et du coup, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je suis sûr que jamais mon code de ma fonction faire travailler ne sera à l'origine d'un plantage douteux parce qu'on m'a passé quelque chose qui n'avait pas la méthode travailler. Après, ça peut toujours planter, on peut toujours faire de grosses conneries. Mais je sais que ça, le fait que l'objet aura sans aucun doute la méthode travailler, c'est obligatoire, puisque ce que j'ai demandé, c'est quelque chose qui est un travailleur. Alors c'est aussi ça qu'on appelle le polymorphisme. C'est que moi, j'appelle la fonction travailler sur un objet. Et bien vous avez remarqué qu'en fonction de l'objet qu'on m'a passé, elle n'avait rien à voir. Quand on m'a passé l'employé, il se passait une chose. Quand on m'a passé le patron, il se passait une autre chose. Et quand on m'a passé l'étudiant, encore autre chose. Pourtant, moi, j'appelle toujours sur l'objet qu'on me passe la fonction travailler. C'est ça qu'on peut appeler le polymorphisme. Alors ici, c'est du polymorphisme qu'on appelle ad hoc. Ça veut dire que c'est normal qu'elles fassent pas les mêmes choses, puisqu'en fait, ce sont des classes carrément différentes qu'on appelle. Mais n'empêche que, de mon point de vue, moi, je fais toujours travailler l'objet que tu me passes. Je suis pas censé savoir que ça va faire des trucs différents du tout au tout. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Polymorphisme, du grec polymorphisme, poly plusieurs, morphisme forme. Donc, on a une fonction travailler qui prend différentes formes en fonction de l'objet qu'on m'a passé. Merveilleux, non? Ça, c'est vraiment cool. Alors, on a vu la notion d'interface qui permet de définir un contrat que chaque classe passe avec l'interface en disant « je veux respecter le contrat, je veux implémenter toutes les fonctions que tu me demandes ». Ici, l'interface travailleur dit que quiconque passera le contrat avec l'interface travailleur aura une fonction travailler. Ça, c'est très propre. Donc voilà tout simplement ce qui se passe pour l'interface. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre notion qui est la classe abstraite. La classe abstraite, c'est exactement comme une interface, mais qui a en plus des propriétés et d'autres méthodes qui peuvent déjà être définies, donc ne pas être abstraites. Alors je vais vous montrer grosso modo comment ça marche, pour que vous compreniez bien la différence entre une interface et une classe abstraite. Ici, l'employé, je vais plus le faire implémenter travailleur, je vais la supprimer, l'interface travailleur, ok. Et je vais créer plutôt à la place une classe que je vais appeler humain. Ok. Alors un humain, ça a effectivement un nom, un prénom et un âge, ok. Ça a une fonction de construction, je suis d'accord. Ça va avoir aussi, du coup, une fonction setAge, une fonction getAge. Donc je prends un peu tout le code qui se trouve, sauf la fonction présentation. Là, je prends un peu tout le code qui se trouve dans l'employé, et je le mets dans l'humain. Donc du coup, là, vous êtes en train de vous dire, bah, c'est débile. Plutôt que de répéter 2 fois les mêmes codes, on va supprimer tout ça dans l'employé, on va laisser que la fonction travailler et présentation, d'accord? Donc voilà, un employé, ça devient plus simple. Et on va faire hériter l'employé de humain. Ok? Alors jusque là on se dit, ben ok, mais il n'y a aucune différence avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a juste un humain, un employé qui hérite de l'humain, donc qui a toutes ses propriétés,
et un patron qui hérite de l'employé, donc il y a tout ce bordel aussi. Ça change pas grand-chose. Alors pour l'étudiant, ça peut nous aider parce que ici, du coup, on peut dire que l'étudiant lui aussi hérite de humain. Et moi, ici, ce que je peux dire, c'est que plutôt que faire travailler qui recevrait un objet qui soit un travailleur, je peux dire, faire travailler, ça peut recevoir n'importe quel objet qui est un humain. Alors tous ces objets-là, hein, étudiants, patrons, employés, ce sont des humains puisqu'ils héritent de la classe humain. Ok, jusque-là, vous suivez. Quel est le rapport avec l'interface et le fait d'obliger les gens à avoir la méthode travailler? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, ici, si dans mon humain, je mets une méthode, ici, je l'appelle public function travailler. Ça vous rappelle donc l'interface travailleur qu'on a étudié il y a 10 minutes. Ok. Et cette fonction, je ne mets rien dedans, parce que je me dis, un humain, travailler, ça veut rien dire. Un étudiant, ça révise. Un patron, ça dirige. Un employé, ça fait des trucs, ok, ça travaille. Donc, j'ai pas envie ici, au niveau de la classe humain, de dire qu'est-ce que c'est que travailler. J'ai envie que chacun, quand ils vont créer les classes qui héritent de l'humain, le disent eux-mêmes. Donc, ce que je peux faire, c'est ne pas dire ce qu'elle fait, et une fonction qui n'a pas d'implémentation, d'accord, une fonction qui n'a pas de sens en elle-même, c'est ce qu'on appelle une fonction abstraite. Hein, ça ressemble à rien, ils font de l'abstrait les mecs. Même si on adore l'abstrait, d'accord, c'est abstrait. Ok. Et donc, par contre, je n'ai pas le droit d'avoir une classe qui possède une ou plusieurs méthodes abstraites sans qu'elle soit elle-même déclarée abstraite. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme contrainte, ça, sur mon code? Ben, ça veut dire que ici, vous avez vu, j'ai plus besoin de l'interface travailler, ok? J'ai créé simplement une classe humain qui a plein de trucs intéressants, mais qui a par contre une méthode abstraite. Et donc, cette classe, elle est abstraite. Ça implique deux choses. De un, que toute classe qui veut étendre, comme on l'a ici pour la classe employé, la classe humain, il faut qu'elle ait la fonction travailler. Si elle ne l'a pas, regardez l'erreur que ça va me donner. Si j'enlève de employé la fonction travailler, ici je vais avoir une erreur. On me dit, bah écoute, ta classe employé, elle hérite de humain, mais elle n'a pas redéfini la méthode travailler qui était dans l'humain, la méthode abstraite. Donc si je veux que ça marche, il faut ici absolument que dans l'employé, j'implémente, je donne vie, d'accord, à quelque chose qui dans l'humain est abstrait, ne veut rien dire, mais qui ici a un sens bien concret. L'employé travaille, ok? Et là, à ce moment-là, ça peut refonctionner. Et du coup, l'avantage que j'ai aussi, c'est que, comme l'humain, sa fonction travailler, elle n'a pas de sens, elle est abstraite. Ça serait tout à fait con qu'un stagiaire, plus tard, dise « Ok, je vais me créer une variable ici, je sais pas moi, humain, d'accord, et c'est un new humain. » Vous êtes d'accord? Ça n'a pas de sens. Alors en lui donnant un prénom, d'accord, Anne, un nom, Durand, voilà, et un âge, 18, ok. Ben vous allez voir, PHP va me dire, mais ça n'a pas de sens. Tu n'as pas le droit de créer une variable qui serait un humain, puisque l'humain lui-même, rappelez-vous, contient quelque chose qui n'a pas de sens, qui est abstrait. Donc l'humain est une classe abstraite, et donc les deux choses que ça en tire pour moi, c'est que je m'assure, un, que le stagiaire ne créera jamais un humain, parce que ça n'a pas de sens, et de deux, que quiconque étendra la classe humain sera obligé d'avoir la méthode travailler. Donc en termes de contrôle de mon code, là vraiment, je suis CAFI. Alors c'est autre chose qu'une interface, rappelez-vous quelle est la différence entre une interface et une classe abstraite, c'est que l'interface elle définit simplement des méthodes abstraites, rien de plus. Et donc, ça me permet de contrôler que quiconque se réclame de cette interface aura au moins ces méthodes-là implémentées. Ça, c'est une chose. La classe abstraite, elle apporte quelque chose de supplémentaire. Elle dit, non seulement j'aurai des méthodes abstraites, comme l'interface, des méthodes qu'il faudra ensuite redéclarer, mais en plus, je vous apporte potentiellement plein de méthodes super cool et plein de propriétés. Donc, c'est différent. Une classe abstraite, elle a plus de choses qu'une interface. Donc, parfois, on a simplement besoin d'une interface, parfois on a peut-être envie de fournir plutôt une classe abstraite. Ça dépendra des cas. Et donc là, théoriquement, tout marche, sauf bien sûr cette ligne-là, où l'humain est un nouvel humain, on peut le supprimer. Donc on en revient à notre fameuse notion d'abstraction, et aussi à la notion du polymorphisme, qui est qu'en réalité, ici, moi ma fonction faire travailler, elle est très haut, d'accord? Elle est là, elle est en mode, moi je m'en fous. Vous me passez un étudiant, un patron, un employé, je m'en fous. Passez-moi un humain, et moi je le fais bosser. C'est bien ce qu'elle dit. Passez-moi un objet qui est un humain, que ce soit un employé, un patron ou un étudiant, on s'en fout. Moi je le fais bosser, ce mec. Ok? Donc, on a de l'abstraction d'une part, puisqu'on prend de la hauteur, on ne sait pas ce qu'on nous donne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on nous donne grosso modo un humain. Et l'avantage, c'est qu'on sait pertinemment qu'un humain, il aura la fonction travailler. Et en plus,
que cette fonction travailler aura des répercussions différentes. Si je fais travailler l'employé ou le patron, ben c'est pas le même comportement qui se passe. C'est donc du polymorphisme là aussi. Merveilleux, donc là vous avez vraiment l'ensemble des notions. Alors je sais pertinemment qu'on vient d'aborder les trucs les plus compliqués ici, hein. C'est l'abstraction et le polymorphisme, je l'avais écrit, c'était le boss de fin. Et pourquoi on l'aborde ici? Ben parce qu'on abordait la notion d'interface et de classe abstraite, donc d'abstraction finalement. Et en fait, pourquoi c'est compliqué? Ben parce que ça fait appel à des notions très imaginaires et aussi ça fait appel à des choses que vous n'avez pas vues en tant qu'étudiant tant que vous n'avez pas vraiment bossé dans des librairies ou des frameworks PHP qui sont très intégrés, où les différents développeurs travaillent beaucoup ensemble et ont envie d'avoir beaucoup de contrôle et de qualité sur leur code. Donc tant que vous ne le voyez pas en pratique, finalement, ça ne peut pas vous aider. Et peut-être même que cette vidéo, finalement, ne vous a pas aidé non plus, puisqu'on n'a pas vraiment pratiqué le truc. Alors par contre, ce qu'on pourra faire dans un prochain temps, c'est une série où on va créer un blog en se servant de toutes les notions qu'on a apprises dans cette petite série sur la PO. Alors pour revenir et résumer une dernière fois, on a deux possibilités d'avoir de l'abstraction et du polymorphisme quand on fait de la programmation orientée-objet en PHP. Tout d'abord, on peut contrôler le code grâce à des interfaces. Les interfaces, ce sont simplement des contrats que les classes passent avec ces fameuses interfaces en leur disant « je te promets de respecter cette interface-là et donc je te promets d'avoir telle et telle et telle méthode en mon sein ». Alors ça, c'est les interfaces. Elles contiennent des méthodes qui sont abstraites, d'accord, qui n'ont pas de corps, elles n'ont pas de sens, et donc les classes qui implémentent ces interfaces vont chacune, dans leur coin, donner du sens à ces méthodes-là. L'avantage, c'est qu'on est sûr que toute classe qui implémente cette interface, eh ben, aura telle et telle méthode à l'intérieur. La classe abstraite, elle a quelque chose en plus. La classe abstraite, elle va vous permettre de dire, ben, non seulement toute classe qui hérite de moi-même va devoir implémenter telle et telle fonction, d'accord, qui sont abstraites, mais en plus, je leur donne quand même des propriétés et des méthodes non abstraites dont ils vont pouvoir profiter plus tard. Donc ça, c'est super cool. Et derrière, donc, ça nous donne cette notion d'abstraction, puisque nous, finalement, quand on traite un objet, quand on traite même des objets de classes différentes, tant qu'ils ont le respect d'un même contrat, qu'ils ont les mêmes méthodes, finalement, je m'en fous un peu de quel objet vous me passez. Vous me passez un patron, un employé, un étudiant, ça marche pareil. Et le polymorphisme, c'est le fait que, quel que soit l'objet que vous me passiez, c'est un étudiant, c'est un patron, c'est un employé, moi j'appelle dessus la même fonction, elle s'appelle travailler, et pourtant les comportements qui en résultent sont différents. La fonction travailler est donc une fonction qui prend plusieurs formes, elle est donc polymorphique, c'est du grec tout simplement. Donc merci à tous d'avoir suivi cette dernière vidéo de la série PO avant qu'on se lance plus tard dans un projet là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'explication vous a semblé claire ou pas assez en fait. Moi-même je suis un peu partagé sur ma façon de l'expliquer, j'aimerais bien avoir des retours de votre part pour savoir si je l'explique bien, si c'est quelque chose qui vous a convaincu ou si au contraire ça vous a mis encore plus dans la merde. Donc n'hésitez pas, vous avez les commentaires en dessous. Si dans tous les cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui est gratuit, qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne dans l'algorithme de YouTube, et ça aussi c'est toujours cool. N'hésitez pas aussi, si ça fait plusieurs fois que vous voyez une vidéo qui vous plaît, à vous abonner à la chaîne en tant qu'affaire pour pas rater la prochaine vidéo dans ce genre-là. Et bien sûr, d'ici là, ou à ce qu'on se croise dans la vie réelle, on sait jamais, n'oubliez pas, développez-vous bien.